Salut tout le monde et bienvenue sur le petit plateau pour un petit numéro, un numéro qu'on va consacrer aux mondiaux contre la montre. Et là, si vous me regardez sur YouTube, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais donc il est tout seul là pour cet épisode-là ?» Rassurez-vous, vous allez retrouver les excellents Romain et Alexis dans quelques minutes. Nos agendas respectifs ne permettaient pas de faire un épisode classique, donc c'est le retour des petites capsules enregistrées où on se répond l'un à l'autre. Et ici, du coup, on va faire un épisode pas très fouillé, très approfondi. On a décidé de se poser une question. Est-ce que sur ces mondiaux de chrono, ça va être le mano à mano entre Tadej Pogačar et Remco Evenepoel? Et si c'est effectivement un duel entre ces deux hommes, qui est notre favori? Je vais d'abord répondre, du coup, puisque je suis lancé. Je vais vous dire que oui, je pense vraiment que ça va être un mano à mano entre ces deux-là. Et qui est le favori? C'est difficile à dire, vraiment difficile. Pour ceux qui n'ont pas regardé le parcours, moi je vais faire très global. Généralement, c'est Alexis qui fait ça le mieux, et donc je vais lui laisser la possibilité de le faire. Disons que c'est un parcours vallonné, avec de sacrées côtes, mais on n'est pas non plus sur un chrono en montagne. Donc, on a envie de dire peut-être que Pogačar est favori. Moi, j'ai un peu envie de penser ça, mais il faut pas du tout sortir Remco du jeu. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'on n'a pas de pourcentage à 2 chiffres, et les pourcentages qui sont dans les 7,5 ne durent pas excessivement longtemps. Donc voilà, j'ai envie de me dire que Remco peut faire la blague. Attention peut-être aux descentes, et là je vous avoue que j'ai aucune info si les descentes sont techniques ou pas. Remco a bien travaillé, mais a priori sur la technique on a quand même toujours un avantage pour Pogačar. Donc je vais vous dire que je vois Pogačar favori, mais pas Pogačar imbattable. Alors voilà, je vous dis à mano, mais juste pour la petite histoire, si on devait se méfier d'un troisième homme, ça me semble assez clair. Je pense qu'il viendra d'Australie. L'Australie qui aligne Luke Plapp, qui est quand même un garçon intéressant, qui sait passer des côtes, qui sait rouler. Mais c'est pas vraiment à lui que je pense, c'est évidemment à Jay Vine. Jay Vine qui était très fort sur la Vuelta, qui roule très bien, qui monte très bien, qui n'a pas de technique s'il y a des virages techniques, des descentes techniques, pardon. Et puis même des virages d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait voir le parcours plus en détail. Mais en tout cas, comme ça, sur le papier, sur les formes actuelles, sur les qualités des bonhommes, Jay Vine, à tenir à l'œil. Je pense pas qu'il peut aller jouer le titre, mais à tenir à l'œil quand même. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec Alexis et Romain pour leurs avis. Allez, moi je vous dis à bientôt, et j'ai hâte de découvrir ce que mes amis vont dire. Ciao. Eh ben, Damien, je te rejoins. Je pense que l'Australien Jay Vine, c'est un choix audacieux, mais intéressant pour ce contre-la-montre à Kigali. Il sort quand même en très grosse forme, on l'a vu sur cette Vuelta. Il aura à cœur, j'imagine, d'aller chercher quelque chose. Et donc, pourquoi pas de venir bousculer les deux ténors que sont effectivement Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Il y a 3 côtes, si on regarde le parcours, il y a donc 3 côtes répertoriées. Il y a quelques virages assez serrés. Ça va être beaucoup de relances. On a vu que Remco Evenepoel, dans une grande forme, pouvait battre Pogačar. Néanmoins, on ne sait pas exactement quelle est sa forme. On l'a vu quand même bien en jambes sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est vrai. Mais enfin, quel sera vraiment son état d'esprit sur ces mondiaux après un Tour de France, on peut le dire, raté. Voilà, il ne me rassure pas avant ces mondiaux. À voir aussi dans quelle mesure il ne visera pas plutôt la course en ligne. Mais donc, pour ces raisons-là, j'ai envie de mettre malgré tout donc Tadej Pogačar devant, même si Pogačar, lui aussi, sort quand même fatigué d'une très longue saison. Mais bon, on l'a quand même vu au Canada récemment, même fatigué, Pogačar est au-dessus des autres. Donc voilà, je ne serais pas étonné que ça se joue quand même à peu de choses, mais je vois donc sur le podium 1 Pogačar, 2 Evenepoel, 3 Jay Vine, et allez, Damien, tu t'es mouillé pour le 3e, je vais me mouiller pour le 4e. Je pense que on pourrait avoir là peut-être une petite surprise, pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup aimé la Vuelta de Bruno Armirail.
il sait grimper, donc pourquoi pas. Voilà, ça pourrait être une belle, un beau pari aussi pour venir titiller les 3 hommes du podium. Donc ce serait Pogačar, Evenepoel et Wein en ce qui me concerne. Allez, ciao tout le monde. Hello tout le monde, et voilà, on se rapproche de ce chrono vraiment particulier, où la question que tout le monde se pose, qui semble impossible à répondre, c'est qui va gagner. Alors bon, j'ai envie de dire que d'un côté, c'est du bon sens de dire Pogačar, parce que bon, c'est un chrono très compliqué et que c'est Pogačar. Mais d'un autre côté, le bon sens me fait aussi dire Remco, parce que c'est un chrono et que Remco, c'est potentiellement le plus grand crack de l'histoire en chrono. Bon, Damien, tu m'as lancé sur le parcours, donc moi je vais donner, selon moi, leur atout respectif en parlant du parcours, qui fait donc 41 km pour 680 mètres de D+. C'est tout de même beaucoup en vrai, autant que sur le chrono de Bergen en 2017, sauf qu'ici, le dénivelé, il est un peu positionné partout sur le parcours. Ce qui signifie en gros que ça monte souvent, mais que c'est jamais très très raide. Donc du coup, selon moi, l'atout de Pogačar, c'est tout simplement que ça grimpe, et que quand ça grimpe, c'est souvent lui le plus rapide. Et puis aussi, à mon avis, il s'est vraiment mis en tête l'idée d'aller battre Remco sur son terrain. C'est un vrai challenge pour lui, je pense, et on sait que quand il a un challenge, il arrive généralement en pleine forme. Et Remco, le gros avantage, c'est que la majorité du parcours, ça se fait tout de même en position aéro. On rappelle que la position aéro, c'est vraiment un gros avantage pour Remco. Sur les 32 premiers kilomètres du chrono, il devrait passer, à mon avis, la quasi-totalité, peut-être sauf 1 kilomètre sur la première côte. Mais à part ça, la totalité de son temps, il devrait la passer en position aéro. Avant de devoir probablement se dresser sur les pédales dans les 2 dernières côtes qui sont assez rapprochées l'une de l'autre. Alors je vous détaille ça en vitesse. Les 7 premiers kilomètres, ils sont tout plats, avec en effet quelques tournants, mais ici il devrait quand même pouvoir trouver un vrai avantage. Avant de prendre une première côte, où comme je disais, il devra peut-être un peu se lever pendant 500 mètres, 1 km, avant de reprendre la position aéro. Et puis on part sur une descente de 6 km à 3,5% de pente, totalement rectiligne, donc ça correspond parfaitement à ses qualités. On sait qu'il va très vite sur les faux plats descendants. Et puis on remonte par la même côte. Donc pareil, c'est pas très raide, c'est aéro, ça devrait bien lui convenir. Et puis on replonge pendant 7,5 km sur une descente qui n'est pas très technique non plus, donc parfait pour lui. Et là on arrive à 31 km de l'arrivée déjà, avec un temps intermédiaire, où là à mon avis Remco il devrait vraiment être en tête. Et puis on finit sur les 2 côtes qui sont plus dures, dont une qui est pavée et qui continue de monter pendant 1,5 km jusqu'au sommet, jusqu'à l'arrivée, pardon. Et là, Pogačar, il devrait vraiment trouver un terrain qui lui convient parfaitement pour éventuellement rattraper son retard. Je rajouterai que on sera entre 1400 et 1600 mètres d'altitude, donc ça va jouer, mais pas non plus autant qu'en très haute altitude. Et enfin, Remco, il a eu l'occasion de faire un stage en altitude après le Tour, ce qui n'est pas le cas de Pogačar, donc ça peut jouer aussi. Enfin, je finirai sur le 3e homme. C'est vrai que Wein, ça me semble plus évident, mais je vais me mouiller et je vais parler de Ivan Romeo. Donc voilà, j'ai déjà hâte de voir ça. Ciao, ciao. Alexis, merci beaucoup pour plus de précisions sur ce parcours. Et tu sais quoi? Tu m'as fait changer d'avis. En vrai, je mettais Pogačar légèrement favori. Je suis même pas sûr que c'est pas du 50-50. Et je vais même aller plus loin. Je me demande si je vais pas mettre du 51-49 pour Remco. Pourquoi? Pour ce que tu as dit, sur la partie aéro, je vais dire les 3/4 du temps, mais même plus. Et aussi un truc que j'avais pas spécialement pensé et qu'on a évoqué au cœur des 3, c'est que oui, Pogačar il s'est très bien roulé. Il a déjà fait des perfs monstrueuses contre le chrono, mais sur des grands tours. Sur des grands tours où la récupération joue son rôle également. Donc sur un chrono comme ça d'un jour sur un championnat, on attend quand même toujours une énorme perf de Pogačar. Je dis pas que ça va pas arriver, c'est Tadej Pogačar, il est capable de tout. C'est pour ça que je vais rester sur du 51-49 entre les deux. Mais je vais changer mon avis, donc vous l'avez compris, ce sera 51% pour Remco Evenepoel. Écoutez, merci les amis pour vos avis, merci à vous qui nous avez écoutés. Cet épisode était plutôt court, mais on espère que vous l'aurez apprécié quand même. Et on vous donne déjà rendez-vous très rapidement, puisque là, on a une date en commun pour discuter des mondiaux en ligne. Donc on vous donne rendez-vous très vite pour la preview de ces mondiaux. Allez, à bientôt, salut!